RCN. Le son de la différence. Vous êtes bien sur RCN et vous écoutez Le Son des Bulles, émission entièrement consacrée à la bande dessinée. Aujourd'hui, le thème principal, mais pas unique, sera les reprises. Nous essaierons de répondre à la question: lorsqu'un auteur initial d'une série ou d'un personnage disparaît, que doit-on faire? Est-ce que la série doit continuer et dans quelles conditions? Ou est-ce que la série doit s'arrêter? Donc, nous commencerons par quelques généralités sur les reprises et ensuite, nous avons donc deux chroniqueurs qui se sont intéressés à certaines reprises et qui vont nous en parler. Il y a Francine qui va nous parler des reprises de Corto Maltese. Bonjour. Bonjour. Ah oui, j'ai pas dit bonjour. Oui. J'ai pas dit bonjour. Alors bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Et merci à mes chroniqueurs qui sont là. Donc il y a Francine, il y a Rebonjour. Il y a le vénérable Charles, il y a Anne-Marie. Bonjour. Et il y a Olivier. Voilà, du coup, je suis perdu. Et donc, nous aurons Francine qui va nous parler de deux reprises de Corto Maltese. Et si j'ai bien compris, il y en a une qui lui va bien, mais l'autre qui lui va moins bien. Eh oui, on en parlera tout à l'heure. Voilà, tu nous expliqueras et on t'écoutera avec grand plaisir. Et nous avons Olivier qui, lui, va nous parler de Spirou. Alors Spirou, il y a eu X et X reprises, mais il s'est intéressé surtout à la reprise par Émile Bravo, qui vient de sortir, parce que je crois même qu'il y a le 4e tome qui doit sortir le 1er octobre, mais il va nous expliquer ça en long, en large et en travers. Donc une reprise, c'est quoi? Une reprise, c'est c'est la continuation d'albums qui font partie d'une série sans avoir été conçue par les auteurs originaux de la série. Alors, parlons déjà des États-Unis, où là, c'est très facile, parce qu'on peut considérer que les comics sont de perpétuelles reprises, étant donné qu'elles appartiennent, en général, à leur maison d'édition, plutôt qu'à leur créateur. C'est ça. Voilà, donc c'est la maison d'édition qui choisit et qui change quand ils veulent, à leur gré, donc les dessinateurs et les scénaristes des personnages. Du coup, de multitudes d'auteurs ont travaillé sur des séries de comics dont ils ne sont pas les créateurs. Il s'agit pour les comics d'utiliser un filon, là on parle déjà de filon, donc je dirais de problèmes économiques qu'on retrouvera éventuellement tout à l'heure, jusqu'au bout de ses possibilités. C'est une démarche qui touche davantage à l'économique qu'à la culture populaire. Parmi les grandes réussites de cette réalité, il y a récemment le Batman de Marigny. Passons maintenant, si vous voulez bien, à la bande dessinée franco-belge. Donc, il y a plusieurs raisons de reprise dans la bande dessinée franco-belge. La première raison, elle est très simple, c'est que l'auteur originel a disparu. Ça a été par exemple le cas de Peyo, créateur des Schtroumpfs. L'auteur originel a abandonné sa création comme Rob Well, donc pour Spirou, qui a dû abandonner les aventures de Spirou lorsqu'il a été fait prisonnier lors de la Deuxième Guerre mondiale. C'est le cas de Jean Van Damme, qui a abandonné certaines de ses créations, notamment 13 et Torgal. Alors, pour Torgal, déjà, une petite remarque, c'est que quand il y a des reprises, on arrive des fois à un montage un peu particulier. Pour Torgal, donc, on a Torgal qui continue,
avec une équipe de scénaristes et de dessinateurs. On a Les Mondes de Torgal, qui sont des séries dérivées. On a La Jeunesse de Torgal. Donc on arrive vraiment, à mon avis, dans un domaine qui est plus économique que culturel. L'influence des États-Unis avec le monde économique en premier, plutôt que l'art, parce que là, on n'est plus trop dans le 9e art. Et t'as le cas aussi, si tu as des dessinateurs qui vont se monter en studio pour Michel Vaillant. Oui. C'est devenu un studio qui proposable pour n'importe quel média. Il y a beaucoup de cas de figure, oui. Oui, il y a beaucoup de cas de figure. Autre raison, l'auteur a tout simplement pris sa retraite, à l'instar d'Albert Uderzo. Bon, il est décédé depuis, mais quand il a arrêté, il prenait tout simplement sa retraite. Plus rare en Europe, mais courant aux États-Unis. Donc l'auteur s'est fait retirer sa création par son éditeur pour la confier à de nouveaux auteurs. On n'a pas le droit de sortir du rang alors là-bas. Ah ben non, aux États-Unis, t'es employé pour faire. Oui, c'est un produit de la firme. C'est un produit de la firme. Voilà, t'es employé pour faire une bande dessinée avec un cahier des charges. Et soit tu restes bien dans le cahier des charges, et si tu as du succès, parce que j'imagine que si tes bandes dessinées ne se vendent pas, eh ben ils prennent une autre équipe. C'est vraiment très éloigné du côté art artistique, création. On est plus dans une production là, dans en revanche, la productivité. Là. Les États-Unis mettent en avant les coloristes, qui n'est pas du tout fait dans la BD franco-belge européenne. Les coloristes sont bien mis en avant, alors qu'ils sont presque ignorés chez nous. Oui, il y a combien de bandes dessinées en France qui mettent le nom du coloriste sur la couverture? Il n'y en a pas. Ou pratiquement pas, quoi. C'est vraiment très peu. Alors que c'est vrai que c'est un travail particulier. Et que j'irais même jusqu'à dire que la bande dessinée change en fonction du travail du coloriste. Tout à fait. Voilà, ça rend pas, l'histoire ne rend pas pareil. Donc il y a plusieurs manières de reprendre une série. Donc la manière, c'est de la continuer. Black et Mortimer, qui continuer. Avec donc dans le cahier des charges, il y a tout ce qu'il faut pour que les scénarios et le graphisme continue en définitive. Mais pas toujours, puisque tu as eu une BD, une adaptation de sauf la dernière, voilà, qui est en rupture totale avec le graphisme original, quoi. Voilà, il suffit qu'il y ait un sauf pour que Charles le pointe du nez. Mais tu remarqueras quand même que cette bande dessinée, alors je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, qui a été réalisée par Schuiten, elle n'est pas dans la série. Le dernier pharaon. Exact, merci, le dernier pharaon. Elle n'est pas dans la série. Elle est dans les plus, je ne sais plus comment ils appellent ça, mais elle n'est pas numérotée dans la série Black et Mortimer. C'est un supplément. Mais ce sont les personnages. Voilà. Ou alors, il y a des fois, pour marquer vraiment la coupure, il y a des maisons d'édition qui reprennent la numérotation à 0. Le titre est généralement Les Nouvelles Aventures 2. Et ça a été le cas pour Lucky Luke et Tanguy de la Verdure. Donc là, pour bien marquer la rupture et montrer aux gens que c'était pas les auteurs originels, donc on reprend la numérotation à 0. On peut également créer plusieurs aventures parallèles. Là, je vous l'ai dit tout à l'heure pour Torgal, où il y a plusieurs les mondes de Torgal, la jeunesse de Torgal. Il y a également Alix qui a été repris. Alors maintenant, c'est pas la série originelle parce que c'est Alix Senator, si mes souvenirs sont bons. Donc ils ont fait vieillir. Oui, mais là aussi, c'est du travail de studio parce que c'est beaucoup de dessinateurs qui vont travailler à la manière d'eux, puis tu vas avoir toute une déclinaison. Tu visites n'importe quelle ville dans le sud, maintenant tu vas voir l'histoire de Nîmes avec les dessins de Jean-Jacques Martin. Tu vois, c'est une exploitation commerciale, là, c'est clair. On est d'accord. Et je voudrais terminer cette rubrique par cette question: et si la meilleure solution était la non-reprise? L'auteur disparaît, la série s'arrête. Exemple, Tintin bien sûr. Mais tu vas me dire, mais
C'est toujours intéressant. Tu me diras tout à l'heure. Tintin est considéré comme l'une des bandes dessinées les plus importantes de la bande dessinée européenne, mais il n'a pas connu de reprise après la mort de son créateur, Hergé. Oui, mais dans son, si tu veux, parce que Hergé avait bien stipulé que le personnage ne serait pas repris. C'est ça qui est intéressant. Oui, d'emblée... Il avait... oui. Cela peut sembler étonnant à première vue, mais la raison est simple. Hergé craignait qu'une reprise ne dénature son œuvre. Quelques années après son décès, Fanny Hergé, donc sa femme, se remarie avec Nick Rodwell, un homme d'affaires britannique qui devient rapidement le patron de la société Moulinsart. Réputé pour sa dureté, il verrouille immédiatement les droits de la série, faisant ainsi disparaître la possibilité d'une future reprise. Mais l'absence de reprise officielle n'empêchera pas la naissance de reprises officieuses, les pastiches. Tintin a eu droit à de nombreux plagiats, continuations et parodies. Rodwell a ainsi lancé de nombreuses poursuites en justice contre les auteurs de ces ouvrages, d'auteurs qui travaillent souvent sous un pseudonyme. Donc, même si Tintin n'a pas connu de reprise au sens large, il a tout de même connu de multiples versions signées par d'autres auteurs que son éditeur. Et vous, qu'en pensez-vous? Mais avant de dire ce qu'on en pense, on va commencer par Francine, qui va nous parler de Corto. Alors, le dernier Corto, un malaise. Vous connaissez les albums jeunesse où est Charlie? Eh bien, avec Océan Noir, on peut jouer à ce petit jeu et se poser la question, mais où est passé Corto? Personnellement, je l'ai cherché un petit peu partout dans l'album et ne l'ai trouvé que très rarement, parfois au détour d'une case. Un peu aussi sur la couverture, malgré le côté pub Dior, revendiqué ou pas, mais bon. Alors, Vives et Kenéen ne sont pas les premiers à s'être approprié le personnage. Pellerejo et Canales l'avaient fait avant eux. Pas facile de toucher à un mythe. La question essentielle qui se pose est la suivante. Si ce n'est pas du Hugo Pratt, ça c'est tout à fait normal, est-ce toujours du Corto Maltese? Je dois reconnaître que je suis du style « touche pas à mon Corto ». Corto, je l'ai rencontré pour la première fois au début des années 80 dans la mythique balade de la mer Salée et évidemment je succombais à son charme. Et autant j'aime les aquarelles d'Hugo Pratt, autant je reste attachée au noir et blanc pour les albums. Quand j'ai appris qu'une reprise avait été faite par le duo espagnol Canales-Pellerejo, j'ai considéré ça comme une hérésie et n'ai mis que bien plus tardivement mon nez dans les albums. Il a fallu attendre le 3e opus, le jour de Tarouéane, pour que je m'y mette, curieuse de découvrir ce préquel de la balade. Et puis, dernière parution, Océan Noir, avec le tandem Vives-Kenéen. Alors là, on a affaire à deux conceptions totalement différentes. Les 3 albums réalisés par le tandem espagnol sont bien dans la lignée de ceux de Pratt et respectent la chronologie du personnage, l'univers et surtout la ligne graphique, les longues jambes de Corto, les travelling sur les paysages, les pleins cadres sur le visage des personnages principaux et puis la structuration des pages en 4 bandes horizontales. Un prochain album est prévu devant se dérouler à Berlin et à Prague durant la République de Weimar. Le trait de Pellerejo, tout en se rapprochant de celui de Pratt, a sa propre personnalité et j'y ai bien retrouvé Corto. Un Corto un peu différent, un Corto vieilli, peut-être un peu, et un Corto qui réussit encore à me faire rêver. On se laisse prendre au plaisir. Si je peux me permettre, vieilli, c'est normal, il y a eu quand même presque 30 ans. Non, parce que les aventures se déroulent à la même période. Oui, donc je voulais dire quand même qu'il y a eu 30 ans entre le dernier Corto fait par Pratt et la reprise. Oui, mais pas dans la chronologie, de l'histoire, justement, des histoires. Donc, mais qui continue, je disais, à me faire rêver. On se laisse prendre au plaisir de retrouver un vieil ami perdu de vue, même s'il a un peu changé. Pellerejo dessine du Corto, pas du Pratt. Passons maintenant à Océan Noir. Gros coup médiatique de la rentrée. Un éditeur gardant le projet longtemps secret, ne donnant que très peu d'informations et d'images jusqu'au dernier moment, si ce n'est que Vives est au passo, ou plutôt à la souris, et que Corto Maltese, un personnage phare de la maison, se retrouve propulsé en 2001. Il fallait oser.
Alors j'aime beaucoup Vivès, j'aime beaucoup le Vivès de Paulina, du goût du chlore, d'une sœur pour ne citer que. Mais alors là, l'album est tombé des mains. Graphiquement parlant, rien à redire, c'est une réussite totale. Le problème c'est que non, c'est pas du Cortot. C'est pas du Cortot Marthez. Il ne suffit pas de lui mettre un anneau à l'oreille et de le désigner sous le nom de gentilhomme de fortune au détour d'une case. Ce Cortot, très juvénile, manquant de consistance, n'est plus qu'un playboy baroudeur à la Largo Winch. Exit le charme, le mystère, la poésie. Océan Noir n'est ni plus ni moins qu'un récit d'aventure où prime l'action, sans s'attarder sur la psychologie des personnages. Les auteurs touchent un peu à tout sans rien approfondir. Par exemple, le 11 septembre ne semble être qu'un prétexte pour permettre à Cortot de s'enfuir. Tout est dans l'action. Les personnages féminins, je préfère même pas en parler. C'est à l'aune de la longue scène sur le dernier voyage en bateau. Et puis non, j'avais pas du tout envie de voir les fesses de Cortot. Laissez-moi mes fantasmes. Pour conclure, je lirai avec plaisir le dernier opus de Pellerejo Canales. Quant à Vivès et Kenéel, stop, touchez plus à mon Cortot, créez votre propre personnage avec le talent qu'on vous connaît. C'est clair, net et précis. Voilà. C'est vraiment mon avis. Je sais que j'ai lu des tas de louanges. Et non, franchement, moi, je peux pas. Je vais dire que je suis entièrement d'accord avec toi, avec la petite précision, c'est que le dernier Cortot là de Vivès, je l'ai pas lu. Donc je l'ai feuilleté, mais rien qu'en voyant le graphisme, pour moi, ça va pas. Et puis en fait, c'est Hugo Pratt, si tu veux, c'était un gars qui te faisait 3 taches d'encre et il te renvoyait. C'est ça, si tu veux. Je vois pas l'intérêt. Si tu veux, il a fait. C'était son graphisme à lui, c'est comme si tu disais je vais refaire du Picasso. Ça n'a aucun sens. Voilà. Si tu veux, la magie du Hugo Pratt, c'était des trucs en noir et blanc. Oui. 3 coups de pinceau et t'étais transporté. Donc, je comprends pas l'intérêt de refaire. Non, mais on pourrait retrouver ça chez Vivès, parce que Vivès, dans un style totalement différent aussi, oui, c'est le noir et blanc. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais je veux dire, c'est aussi bon, voilà. Mais c'est cette transposition temporelle qu'il a. Pour moi, ni queue ni tête. Ça aurait très bien fonctionné si on avait mis un autre héros, je sais pas, oui, moi, Malto Corti, oui, c'est ça, le si petit, on veut. Le petit-fils de Cortot, enfin voilà, l'enfant caché. Mais pas ça, bien ça. Sûr, oui. Ça coupe tout, il y a plus. Bon, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Bon, pour les fesses de Cortot, il faudra que je regarde la planche. Pour toi, vérifier. c'est pas les fesses de Cortot qui t'intéresseraient. Non. Et là, c'était le petit clin d'œil. Non, mais parce que maintenant, mais avec toutes les techniques et tout, tu pourras faire des trucs dessinés à la manière de, raconter à la manière de. Mais je comprends pas. Allez, on va continuer notre recherche de la réponse fondamentale à cette question en écoutant Olivier, qui va nous parler de Spirou, et surtout du Spirou d'Émile Bravo, dont le 4e tome doit sortir le 1er octobre, si mes souvenirs sont bons, et ils sont bons, parce que j'ai vérifié ce matin. Nous allons donc continuer cette rubrique Les Reprises, avec Olivier, qui va nous parler de Spirou. Et oui, une reprise de Spirou qui s'appelle Le journal d'un ingénu et qui a été écrit par Émile Bravo. Alors, bon, Spirou, on ne le présente plus, c'est ce petit groom aux cheveux roux, avec un habit rouge, qu'on reconnaît vraiment, avec de gros boutons jaunes, et qui cache dans son calot un écureuil, qui s'appelle Spip, et Spip, lui, il parle. Alors, forcément, quand on pense à Spirou, on pense aussi à Tintin, son aîné d'environ 10 ans. Quand j'étais jeune, moi, il y avait une grande bagarre entre les lecteurs de Spirou et les lecteurs de Tintin. D'accord, vous voulez pas qu'on se batte, là, Jean-Jacques? Non. Okay. Je reste fidèle à Spirou. Très bien. Donc il y a quand même une petite différence entre Tintin et Spirou. C'est qu'il y a une incidence, cette différence, vous voyez, sur le thème de la reprise. Si Tintin, lui, il est lié à Hergé, parce que Hergé, c'est son créateur, c'est son papa, on va dire. Spirou, lui, il est sorti en 1938 de l'imagination d'un éditeur, Jean Dupuis, qui a fondé d'ailleurs les éditions Dupuis, qui sont toujours d'actualité. Alors il y a eu quand même un dessinateur premier de Spirou, Robert Velter, qui a pris le pseudo de Robvel. Un peu comme si on vous appelait Gigi Del. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez-y, lâchez-vous, ça me va très bien. Ouais, cool, on va essayer. Alors, ce dessinateur premier a fait les premiers dessins de Spirou, puis après il y a eu la guerre, forcément, et la main est passée à d'autres dessinateurs. Et parmi ceux-là, les autres dessinateurs de Spirou, on peut citer Franquin. Ça n'a pas été le plus mauvais. Ça n'a pas été le plus mauvais. Franquin qui a réalisé les dessins de 46 à 68. Dans les années 70, il y a eu Jean-Claude Fournier. Après, dans les années 80, Tom et Jean-Ry, puis Morvan et Muniera.
et puis Chivard et Fabien Wellman. Alors en 2006, les éditions Dupuis ont lancé une nouvelle collection qui s'appelait Une aventure de Spirou et Fantasio par 3 petits points. Et donc l'idée c'était de laisser à des auteurs, des scénaristes, des dessinateurs de créer une histoire autour de ce personnage-là, Spirou. Alors depuis 2006, il y a une vingtaine de publications avec des auteurs différents dont on peut citer Fabien Wellman, oui, que l'on voit dans l'écriture du dernier Atlas. Exactement, dont vous parlerez un petit peu, Jean-Jacques, je pense. Exactement, c'est prévu. Ah ben c'est prévu. Yann, que l'on retrouve dans le cycle Jeunesse de Torgal. Lewis Trondheim, que l'on voit avec la série des Lapino, la série des Donjons. Macchio, qui a signé un très bel album l'année dernière. Et Zidrou, qui en 2020 a fait une reprise assez exceptionnelle du Marsupilami. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'était pas mal. Mais là, on va parler d'Émile Bravo avec le journal d'un ingénieur. Pourquoi celle-là vous a plu alors? Alors, il y a déjà au niveau de la couverture. Vous voyez, cette couverture, elle est un peu atypique. C'est pas une couverture très très cartoon. On voit Spirou tout seul avec Spip au milieu de la page sur un fond jaune orangé. Et il y a 2 colonnes, une colonne noire et une colonne rouge sur les côtés. Et si on se rapproche de ces colonnes-là, on voit que la colonne noire, c'est des milliers de croix gammées qui sont dessinées. Et la colonne rouge, des milliers de faucilles et marteaux. Et là, on sent déjà que l'histoire... Le thème est déjà là. Elle va être là, elle va être un petit peu, peut-être s'adresser plus à un lectorat adulte. Et puis, concernant l'histoire de cet album, donc on retrouve Spirou en 1939, en Belgique, à l'hôtel Moustique, où il est groom, forcément. Et là, il s'occupe des bagages d'un certain von Glaubitz, un émissaire allemand nazi venu parlementer avec des diplomates polonais pour tenter d'éviter l'invasion de la Pologne par les nazis. Alors bon, bien sûr, Spirou va se retrouver mêlé dans cette histoire sans trop savoir ce qu'il se passe, parce qu'il a cette insouciance puérile de croire que la guerre, elle est loin de la Belgique, qu'elle n'arrivera jamais jusqu'à lui. Et puis, il y a quelques événements qui vont le faire un peu mûrir. Surtout l'amour qu'il porte à une de ses collègues. Ah, l'amour, toujours l'amour. Ah oui, surtout que c'est une jolie blonde qui va lui faire prendre conscience de la gravité de la situation. Alors, de mon point de vue, et je pense de point de vue de beaucoup, l'album, il est très bien réalisé. On ne s'éloigne pas, du tout de l'univers de Spirou. Mais ce qui me plaît beaucoup, moi, vous voyez Jean-Jacques, c'est cet ancrage d'un personnage imaginaire dans un contexte historique qui a vraiment existé. Et ça donne du poids et une crédibilité au personnage. C'est un peu comme si Spirou, il avait réellement existé. Il a vraiment existé. On en reparlera après l'émission, Jean-Jacques. Il faudra que je vous explique 2-3 bricoles. D'accord. Mais là, on sent que l'auteur a voulu humaniser le héros avec certains détails. Bon, par exemple, il lui fait boire de la bière. Puis Spirou, il est un petit peu saoul. Spirou, il tombe amoureux. Eh oui, c'était déjà arrivé ça? Rarement. Je crois pas. Je crois pas. Et Tintin non plus, jamais. Et Tintin non plus. Et là, il tombe amoureux. Et Astérix non plus, mais Obélix, oui. Obélix. Avec la belle Falbala, je crois. Voilà, c'est ça. Et puis, il y a quelque chose d'assez rigolo, c'est qu'il lit le petit 20e. Le Spirou. Et dans le petit 20e, il lit les aventures de Tintin, qui pour le coup, là, lui, est un personnage imaginaire. Bon, alors voilà, cette BD, on peut l'aborder de différentes façons, à mon avis. Celle d'un album d'aventure classique, avec un héros imaginaire qui, au sentiment bienveillant, qui vit des situations comiques et burlesques. Mais aussi, on peut le lire comme un album un peu plus adulte, avec ce contexte historique réel, et comprendre un petit peu l'ambiance de la Belgique juste avant la guerre. Et puis, bien sûr aussi, on peut s'amuser à y déceler des petits clins d'œil à l'univers classique de Spirou, et à la bande dessinée franco-belge, que l'auteur a glissé tout à l'intérieur de ses pages. Bon, je sais qu'il vous a plu, Jean-Jacques. Oui. Il m'a plu beaucoup aussi, et il a plu à beaucoup de monde, puisqu'en 2008, il a reçu le prix RTL de la BD, et en 2009, le prix Essentiel d'Angoulême. Et puis, donc, le succès dans ce one-shot-là, qui devait être juste un album, il s'est évolué en série. Et il a été suivi par L'Espoir malgré tout, avec plusieurs tomes, dont un 3e paraîtra en octobre prochain. Le 1er octobre. Le 1er octobre d'ailleurs. Donc voilà, nous on vous le conseille particulièrement, franchement, si vous n'avez pas de Spirou, ayez celui-là dans votre bibliothèque, vous verrez, vous ne serez pas déçus du tout. Merci Olivier. Merci. Et je voudrais rajouter une chose, c'est qu'il m'arrive des fois de ne pas être d'accord avec votre chronique, sur celle-là, entièrement d'accord. Je vous remercie Jean-Jacques.
Voilà donc Spirou par Émile Bravo. Moi, je rajouterai juste un petit mot. Moi, j'ai adoré et je trouve que Émile Bravo, il l'a fait passer de Spirou, on va dire une bande dessinée plutôt pour enfants, à un Spirou beaucoup plus adulte, même très adulte. Et je trouve que c'est une performance très intéressante. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à répondre à la question. On reprend pas, et si on reprend, comment? Est-ce que vous avez un sentiment, monsieur Charles? Sur Spirou? Non, sur la bande dessinée en général. C'est compliqué, si tu veux, parce qu'il y a eu des réussites. Je pense par exemple à la machination Voronov, je crois que c'est ça, le Black et Mortimer, qui sont vraiment, vraiment, il y a des réussites où tu retrouves vraiment l'ambiance, et puis tu vois que c'est une BD référencée, et il y en a d'autres, je vois pas l'intérêt, où tu as l'aspect commercial. Mettons les Astérix, au moment de Noël, on va sortir un Astérix, 500 000 exemplaires, premier tirage. Donc là, c'est du commerce, c'est difficile de se prononcer. Bon, il peut y avoir des pépites. Moi, d'une manière générale, je pense que c'est difficile d'y toucher. T'as des œuvres. C'est compliqué. Bon, à mon avis, je pense que chaque artiste devrait développer son propre monde. Voilà, c'est mon idée. Maintenant, je sais pas si j'ai raison. J'en sais rien. Je suis plutôt d'accord avec toi, Charles. Je pense que il faut partir du principe. Alors, si on part du principe que c'est de l'art, comme tu le disais tout à l'heure, on ne copie pas un Picasso, on prolonge pas, on fait pas, ou alors à la manière de Picasso, mais enfin, c'est vraiment très différent, quoi. Donc, oui, pour moi, c'est la création, ça appartient à l'auteur. Moi, je suis plus de cet avis-là. Il peut y avoir un intérêt, si tu veux, anecdotique. Par exemple, si je me mets à chanter comme Edith Piaf, ce sera bien, mais c'est une anecdote. Ça saurait. Ça saurait. mais c'est ça, mais c'est pour tous les arts, ça va être pareil, voilà. Quoi. Je veux dire, prends par exemple, je sais qu'il y a un gars qui chante comme Johnny Hallyday, avec le même timbre de voix, mais c'est pas Johnny Hallyday, tu vois, donc je pense que c'est pareil pour les artistes. Tu pourras prendre des heures et des heures pour faire 3 tâches pour essayer de dessiner comme Hugo Pratt, mais tu n'es pas Hugo Pratt, c'est pas son histoire. Lui faisait ça instinctivement. Donc voilà, c'est très compliqué. Malgré tout, on pourra trouver des pépites, je sais pas si... Et puis aussi, si tu veux, il y a des... tous les arts évoluent. Je veux dire que on ne dessine plus maintenant comme on dessinait au siècle dernier, sous la 4e République, pour laquelle j'ai beaucoup d'affection, comme tu le sais. Moi, je croyais que tu étais encore la 3e République. Non, 4e pour moi. mais voilà, tout change. C'est que ce soit pour la littérature, c'est pareil. On va pas écrire. On aime bien Chateaubriand, mais quel intérêt d'écrire comme écrivait Chateaubriand? D'ailleurs, ça se fait pas en littérature. Des personnages qui soient repris par d'autres auteurs. Ah, tu crois? Si, mais bon, moins qu'en bande dessinée, je pense. Si, dans les polars, par exemple. Mais je pense qu'il y a des mecs qui ont fait des faux Maigret. Je pense que ça doit exister, non? Oui. Voilà. Donc il y a l'argent partout. C'est sûr. Oui. Convaincu, Francine? Ah oui, moi je suis totalement d'accord avec vous. C'est parfait. Et donc on va passer à une petite pause musicale. Donc c'est Pigalle. C'est un chanteur que moi j'adore, François Hadji Lazaro. Alors ce qui est de formidable, c'est que quand il rentre sur scène, il a comment on peut appeler ça, un support où il a 15 instruments différents, et puis des instruments qui viennent d'Afrique, d'Asie, et à chaque chanson, il change, c'est vraiment formidable. Et la chanson s'appelle Mohamed ou quelque chose comme ça. Mohamed par Pigalle. Alors maintenant, on va passer à la rubrique du vénérable Charles. Voilà. Alors il m'a dit, attends Jean-Jacques, j'ai trouvé un truc formidable sur Tintin. Il m'a expliqué, j'ai pas tout compris, donc tu vas me le réexpliquer une deuxième fois. En fait, c'est toujours dans la série des reprises qui se font pas.
Alors là, je vais vous parler d'un album, c'est intéressant parce que c'est un album qui a quand même une fiche Wikipédia, on peut aller voir sur Internet, j'invite les auteurs, vous allez voir, sur un album qui s'appelle Tintin et le Thermozéro. Je suis un peu surpris que tu saches te servir d'Internet, mais vas-y. Bon, je me clique avec le mulot, j'ai quand même, bon voilà. Et ce Tintin et le Thermozéro, donc qui est un album fantôme, mais référencé. Alors c'est quoi cette histoire-là? C'est en 1960, peu après la sortie de Tintin au Tibet, Hergé cherche une histoire et il tombe sur un magazine. Un fait divers, c'est quelqu'un qui avait pris un flacon contenant un produit mortel et qui est emporté par erreur et qui risque de contaminer les gens. Bon, il part de cette idée-là. Et il fait un premier découpage de cette histoire. On ça met en scène un accident de voiture au cours duquel un inconnu, sentant sa vie menacée, glisse dans l'imperméable de Tintin quelque chose de dangereux. Alors pour cette séquence, il existe 8 pages de crayonnés vraiment très très aboutis. On a déjà l'idée, etc. Bon, mais c'est des crayonnés d'Hergé alors. Ah oui, mais vraiment aboutis. On peut les voir sur Internet. Bon, alors. En panne d'inspiration, il avait le début de l'histoire. Alors il demande à Greg. Alors Greg, il travaille dans le studio Hergé, mais il va connaître une dizaine d'années plus tard, ce Greg-là, un énorme succès en créant Achille Talon. Voilà. Et à l'époque-là, il travaille au studio Hergé, donc on lui demande de travailler sur le scénario. Alors, le scénario proposé par Greg fait l'objet de 4 versions différentes. Déjà, le boulot qui a été fait. Jusqu'à la 43e page, dessin, découpage et tout. Donc déjà, un produit qui est sérieusement abouti. Le titre Tintin et le Thermozéro apparaît dans la 2e proposition. Et si on devait faire une comparaison avec l'Alphard, dont les crayonnés ont été publiés et intégrés dans la bibliographie des aventures Tintin, on peut considérer que le Thermozéro est largement plus abouti. Bon, voilà. Alors, bien que le projet soit très avancé, Hergé le laisse en suspens, considérant que l'intrigue se rapproche trop de l'affaire Tournesol. Bon, alors, ça a été publié en 56, là on est au fin des années, au début 60. Une bonne année. Alors, il commence à travailler sur un projet, l'autre projet c'est Les bijoux de la Castafiore qui va sortir en 63. Bon, donc le studio se met là-dessus, mais le Thermozéro n'est pas retiré des plannings des studios Hergé. Alors les scénarios proposés à Greg sont abandonnés et l'affaire est confiée à Jacques Martin, le créateur d'Alix, qui est devenu un des plus proches collaborateurs d'Hergé. C'est notamment à lui qu'on doit toute la séquence du sparadrap dans l'affaire Tournesol. C'est Jacques Martin qui l'a fait. Bon. Alors, là, on met une équipe sérieuse. Jacques Martin s'entoure de plusieurs collaborateurs pour finaliser le scénario. Alors, il y a Bob Demour, Roger Hilou, on va chez déjà un studio et on commence à bosser. Et puis, ils noircissent des pages et des pages. Et là, ils font évoluer le projet jusqu'à la fin de l'histoire, qui se termine au château de Neuschwanstein en Bavière. Voilà. Donc l'histoire vraiment là avance. Et là, Hergé, alors malgré que son studio a bossé pendant des mois et des mois sur ce truc, il est toujours pas convaincu par le projet. Alors il abandonne l'idée d'en faire une BD et propose de l'adapter au cinéma. Donc au cinéma, une action qui se situera au Canada. Donc une équipe de production franco-belgo-canadienne est constituée, se met à l'ouvrage. Et là aussi, le projet restera inabouti. Voilà. Alors il y a une malédiction sur ce scénario-là. Alors bon, mais ça reste dans les tiroirs des studios Hergé. Alors ça ressort en 1969. Jacques Martin et Bob Demour l'adaptent pour en faire une série de Joëzette. Alors là aussi, bon, ils reprennent tout le scénario. Alors ils le remettent sur 52 pages et tout. Le scénario complètement abouti, tout est terminé. Il n'y a plus que imprimer. Et puis là, bon, le projet est abandonné. On ne sait toujours pas pourquoi. Bon. Alors, Benoît Mouchard, le directeur éditorial chez Casterman, il tape du pied depuis de nombreuses années et dans certaines blocs pour publier cette aventure de Tintin, puisque comme ça a été fait pour l'Alphard, puisque l'Alphard, bon, on a publié les crayonnés et c'est intégré dans la bibliographie de Tintin. J'imagine que si ça ressortait maintenant, ça ferait quelques sous à venir. Ah bah tu m'étonnes. Mais alors jusqu'à ce jour, les ayants droit d'Hergé, dont on a parlé tout à l'heure, s'opposent à cette publication, s'appuyant sur le fait que de son vivant, Hergé s'était toujours opposé à cette publication. Donc comme il sentait pas le truc, donc ça reste chez les studios là-bas. Alors, Casterman devra attendre jusqu'en 2054 pour publier cet album, parce que cette année-là,
Tintin tombera dans le domaine public 70 ans après la mort de l'auteur. Mais là, bon, il va y avoir, je pense, une vingtaine d'éditeurs qui vont se ruer sur le truc, parce que, comme tu dis, ça va ramener on aura du mal à lire ça, hein, voilà. Charles. Alors, bon, pour les passionnés, alors, où trouver quand même ces projets qui n'ont jamais abouti? Alors, il y a une revue qui s'appelle Les Amis d'Hergé, le numéro 36 d'avril 2003. Partez à la recherche. Dedans, vous aurez le scénario de Greg, les crayonnés des 5 premières planches, le crayonné de Bob Demour et une planche du Thermo Zéro en aventure de Joe, Z et Joko. Il y a aussi le tome 6 de l'univers d'Hergé. Alors, projet, croquis, histoire ininterrompue. Un volume de luxe à tirage limité, publié il y a 20 ans, sous la direction de Benoît Peters, est vendu par souscription aux éditions Rombaldi. Voilà, ça doit coûter bonbon. Alors, évidemment, un tel album, comme dit, suscite des convoitises chez les tintinophiles. Et on ne sera pas étonné de trouver sur la toile un bon nombre d'éditions pirates de cette aventure, dont les auteurs risquent d'être poursuivis pour contrefaçon par l'association Moulinsart, chargée de l'exploitation commerciale de l'œuvre d'Hergé. J'ai fini. Merci. Merci Charles pour cette rubrique. Voilà. On se demande où est-ce que tu vas chercher tout ça. Mais garde ce que je fais, parce que je dessine aussi les aventures de Thermo Zéro et je les vends comme ça sous le manteau. Non mais j'ai été étonné parce que les prix des contrefaçons, je veux dire, sont plus chers. Bon, dans les salons de BD, on en voit une contrefaçon, ça démarre à 80 €. Tu vois. C'est plus cher que... Bon. Oui. Je vais regretter de ne pas savoir dessiner, mais bon, mais ça se vend sous le manteau, ça c'est vraiment... oui. Voilà, merci Charles. Voilà. Et donc, après les reprises, on va se poser une autre question très importante sur la bande dessinée. Mais qui a inventé la bande dessinée? Ça, c'est une question très importante. Et sur le domaine-là, on lit tout. Et j'allais dire tout et n'importe quoi. Alors, vous allez au musée de la bande dessinée à Bruxelles. Non, de l'image. Ah oui, à Bruxelles. D'accord, oui. Non, c'est moi qui ai raison là, pour l'instant. Vous allez au musée de la bande dessinée à Bruxelles, et bien ils font démarrer la bande. Il y a des grands panneaux là sur l'histoire de la bande dessinée, et ils font démarrer la bande dessinée à Lascaux. Voilà. Oui, D'autres parlent des tapisseries de Bayeux, d'autres parlent de Topfer, d'autres parlent de Christophe. On sait pas trop. Enfin bon, pour moi, il n'y a pas de réponse. Tu peux tenir à certains faits. C'est-à-dire que à partir de quel moment on raconte une histoire en se servant du dessin des bulles. Voilà. Tout à fait. Alors peut-être qu'on pourrait mieux répondre à la question si on changeait la question. Quelles sont les origines de la bande dessinée? Et là, pour répondre à cette question, il faut peut-être aller au musée d'imagerie à Épinal, qui nous parle donc des origines de la bande dessinée et qui nous parle de l'imagerie populaire. Alors oui, donc il y a une superbe exposition au musée de l'image à Épinal qui se déroule du 26 juin 21 au 2 janvier 2022, qui s'intitule « Aux origines de la bande dessinée, l'imagerie populaire ». Donc Épinal, c'est un lieu mythique de l'imagerie populaire. Elle se devait d'évoquer la BD en cette année où le ministère de la Culture met à l'honneur avec 2020-2021, année de la BD. Donc le musée de l'imagerie d'Épinal démontre l'influence qu'a pu avoir l'imagerie populaire sur le développement du 9e art. Le musée a choisi d'explorer les fondements de la BD et le lien avec l'imagerie populaire. L'image du 19e siècle et du début du siècle suivant avait vocation d'édifier, éduquer, informer les milieux populaires par la production d'images racontant des scènes historiques ou du quotidien. Mieux qu'un récit, les images et leur contenu narratif étaient accessibles à toute la population dont une grande partie ne savait ni lire ni écrire. Vous trouverez dans cette expo les planches du début du 19e, d'historiettes à compartiments dites en gaufrier, composées de 4 à 20 cases qui sortent des presses d'Épinal, de Metz ou de Pont-à-Mousson. Elles concernent dans un premier temps des récits séculaires, contes, légendes et fables. Cette exposition ne se veut
ne se veut pas exhaustive. Elle nous présente par exemple le Suisse Topfler, dont nous avons déjà parlé dans cette émission et tout à l'heure, comme à l'origine de la BD. Vous pourrez y voir des planches du Dr Festus, première édition de 1840. Nous trouverons la définition et les origines de la BD, ou comment raconter une histoire en une ou plusieurs images fixes, des images du 18e où l'on trouve déjà le découpage de scénettes de récits, désignées à l'époque comme vignettes, souvent accompagnés d'un petit texte au-dessous. Ces textes servaient soit à décrire ce qui n'était pas dessiné ou à faire lien entre deux dessins. Entre la fin du 18e et 1830, j'arriverai, ce sont les imagiers parisiens qui produisent ces histoires et qui feront des émules dans toute la France. L'exposition fait aussi le lien avec la presse satirique, très répandue au 19e, et se rappelle que la loi du 21 juillet 1881 avait libéré la presse. Ouais, ça n'a pas duré. Ouvrant ainsi l'espace aux dessinateurs de presse dans les nombreuses parutions de l'époque. Ce qui nous rappelle qu'aujourd'hui encore, beaucoup de dessinateurs de BD font aussi du dessin de presse. Longtemps, la littérature ne s'est pas adressée aux enfants, mais ceux-ci deviennent une cible commerciale. On revient au côté commercial, à partir du 19e siècle. Et déjà, le support visuel prend un essor important, d'où le développement de l'imagerie pèlerin d'Épinal. Vous verrez dans l'exposition la concurrence entre l'éditeur Quentin à Paris et l'imagerie pèlerin d'Épinal, qui va permettre de faire évoluer les procédés, notamment dans la colorisation des images. Quelques explications très techniques sont présentées, mais vous pourrez constater les différences sur les planches exposées. Le choix d'exposer et de présenter les premiers liens entre l'image populaire et la BD est borné au début du XXe, avec l'évocation de Christophe et son sapeur Camembert, et l'apparition en 1903 du journal Jeunesse illustrée, qui marque un tournant en proposant à chaque numéro de nombreuses histoires en images, et qui marquera durablement la manière de faire de la BD pour les enfants. Nous vous recommandons donc un petit passage par Épinal pour voir cette exposition et peut-être profiter pour visiter la maison Images d'Épinal, c'est la nouvelle appellation, avec les ateliers, les machines et les étapes de fabrication des images d'Épinal. Donc vous avez jusqu'au 2 janvier 2022 pour voir cette exposition et retrouver un peu les origines. Et on peut y aller à vélo parce qu'il y a une piste cyclable qui va de Nancy à Épinal. Mais voilà. on peut également y aller en voiture parce qu'il y a une route qui va jusqu'à Épinal. Il y a aussi le train qui va jusqu'à Épinal. Enfin, si vous y allez comme vous voulez. Mais allez-y, c'est une exposition vraiment intéressante. Oui. Et je dirais que le lien entre la bande dessinée et l'imagerie populaire, donc l'imagerie d'Épinal, est tellement évident qu'il fut une époque où l'imagerie a essayé de faire des choses en bande dessinée. Je vous rappelle il y en a deux, je crois, les deux livres qui sont sortis. Il y a celui de Tardy, ça doit s'appeler Le Trou d'Obus, qui est sorti il y a une quarantaine d'années. Et il y a eu le deuxième, c'était Fred. Je me rappelle plus le titre. J'ai plus le titre. C'est un truc immense, voilà, qui est hyper grand. Ce sont vraiment des ouvrages magnifiques. Et bon, ça a pas marché. Ils n'ont pas réussi à s'implanter. Il faut dire que c'était des ouvrages quand même très chers. Et la deuxième essai d'implantation, c'est il y a quelques années, il y a moins de 10 ans, avec des images d'Épinal qui sont réalisées et qui ont été réalisées par des auteurs et des grands auteurs de bande dessinée. Je crois que la première... Pardon ? Les Schuiten. Oui, je crois que la première a été réalisée par Schuiten. Il y a eu Sfar. Il y a eu Tête Benoît, je me semble, qui a réalisé. Enfin, il y a quelques images qui ont été réalisées qui sont magnifiques. Mais je dirais, voilà, mais parce que des fois il y a un mais, c'est que le prix il est conséquent. Voilà. Ça reste des produits. C'est vraiment des produits de luxe. Alors, on n'est plus dans l'imagerie, dans l'image d'Épinal. On n'est plus dans le populaire. Quand on était gosse, qu'on avait ça dans la poche, et ça, je sais pas combien ça va aller, parce que c'était pas des euros à l'époque, Charles. Hein. Ça devait être chose. C'était des louis d'or. Là, pour une idée, les images de Schuiten, ça doit être de l'ordre de 120 à 130 euros. Donc c'est vraiment. Alors, il faut savoir aussi que dans le magasin de l'imagerie d'Épinal, on a quand même, ils ont développé un peu plein de produits différents. Donc il y a les super grandes images
de grands auteurs. Mais il y a aussi plein de petites images. Et ils ont retiré ça voilà, on dit c'est pas populaire les grandes images, mais il y a aussi des produits qui peuvent être plus populaires et accessibles. Et notamment les produits qui sont réalisés par la voisine de Charles, par Zoé Touron, qui a réalisé quelques images d'Épinal. Oui, et c'est son père aussi en avait fait. Il a fait l'histoire du petit chaperon rouge à la manière de Lofred. Mais si tu veux, c'est cher parce que c'est pas du tout le même procédé. C'est pas de l'offset. Oui, non, c'est ça. Là, bon, faire un passage de couleur rien que pour un rose clair. C'est pour ça qu'il faut voir l'atelier. C'est pour ça qu'il faut visiter les ateliers pour comprendre vraiment cette production. Enfin, aller à Épinal, c'est vraiment très intéressant. Oui. Et de voir donc les images d'Épinal avec des planches de bande dessinée juste à côté, c'est très bien fait, et puis on voit le lien tout de suite. On commence à trouver un peu les découpages aussi pour les mises en scène, pour le suivi des histoires. C'est vraiment très intéressant. Et vous pouvez y aller en vélo. Et voilà. Ou en train. ou en voiture. Ou à pied. Ou à pied. Nous voilà au terme de cette émission. Merci à Jean-Luc qui était à la technique. Merci Jean-Luc. Merci à mes chers chroniqueurs, Francine, Anne-Marie, Charles, Olivier. Et merci à moi-même. Allez, merci Jean-Jacques. Merci Jean-Jacques de nous. On me dit jamais merci, donc voilà. RCN, www.rcn-radio.org